Bienvenue à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. Tout de suite, les titres de ce journal. Le Conseil national de la presse remet son rapport d'activité pour l'année écoulée au président Alassane Ouattara. Tout n'est pas rose, mais la bonne nouvelle reste les 5 places que le pays a gagnées dans le classement annuel de Reporters sans frontières. Des marchandises non déclarées pour une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA saisies par la Direction générale des impôts dans la commune de Port-Bouët. Le secrétaire d'État en charge du budget s'est rendu sur place. Rencontre du comité conjoint de suivi des recommandations du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est pour une évaluation des 11 accords de coopération signés entre les deux pays en juillet dernier à Ouagadougou. Et puis un camp de base de la MINUSCA a été attaqué dans la nuit d'hier dimanche à Bangui. Une trentaine de blessés dont des casques bleus. C'est une tension supplémentaire dans une ville qui a déjà connu des violences au cours de la même journée. Bonsoir à tous. Le Conseil national de la presse a présenté son rapport 2017 au chef de l'État ce lundi. Le Conseil se félicite du bon qualitatif que le pays enregistre. La presse ivoirienne a obtenu une meilleure position, 5 places de gagnées au classement annuel de Reporters sans frontières. Chéram Kofi Abola. Moment toujours grandiose pour les organes régulateurs de la presse en Côte d'Ivoire quand ils rencontrent le président de la République, Alassane Ouattara. C'est le cas ce lundi, en fin de matinée, avec la remise par le Conseil national de la presse de son rapport d'activité de l'année 2017 au chef de l'État. Au palais présidentiel, à l'occasion de cette cérémonie, le CNP est conduit par son ministre de tutelle, Bruno Nabagné-Koné. Il y a quelques semaines, le 25 janvier 2018, vous nous receviez ici, même à la présidence de la République, pour vos vœux à la presse. Aujourd'hui, malgré un agenda que nous savons particulièrement chargé, vous trouvez encore le temps d'échanger avec le CNP et de recevoir son rapport de l'année 2017. Monsieur le Président de la République, la remise de ce rapport est une obligation légale prévue par l'article 54 de la loi 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse. Cet article prévoit, en effet, que l'autorité nationale de la presse, en l'occurrence ici le CNP, adresse annuellement un rapport au président de la République sur l'application de la loi. Nous sommes là, donc, dans ce cadre. Heureux, le président du CNP l'est. Quand, prenant la parole pour présenter ce rapport en 4 grands axes, il apprend au chef de l'État que la presse ivoirienne vient de gagner 5 places au niveau du classement de Reporters sans frontières. Toutefois, il ne manque pas de saisir l'occasion pour présenter des doléances en vue du soutien du gouvernement au CNP pour faire face aux nombreux défis. Les défis du secteur de la presse sont énormes. Les technologies de l'information et de la communication, le développement de l'Internet imposent de nouveaux comportements. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, je voudrais saisir cette occasion pour vous soumettre quelques-unes de nos doléances au moment où la nouvelle loi entrera en vigueur. 1. Octroyer au CNP un fonds spécial pour des travaux d'études et de développement de la presse. 2. Allouer un budget spécial en début de chaque période électorale aux instances de régulation des médias et aux organes de presse de service public pour leur permettre de satisfaire aux obligations induites par les dispositions spéciales de la loi électorale, afin de garantir l'égalité de traitement de tous les candidats et la sincérité du scrutin. Pour le président de la République, le rapport présenté par le CNP va permettre au gouvernement d'apprécier l'état de la presse en Côte d'Ivoire. Par conséquent, le CNP, selon lui, n'a qu'un objectif, celui de travailler à donner une bonne image de cette presse. La mission du régulateur n'est pas aisée. Je comprends, dans un environnement où la liberté est un indicateur clé et où la presse, effectivement, est surabondamment politisée. Mais je voudrais souligner que cette liberté de la presse est une réalité en Côte d'Ivoire. Et nos lois aussi consacrent cette liberté de la presse, surtout la nouvelle loi sur la presse. Le gouvernement prend toutes les mesures pour permettre aux journalistes d'exercer leur profession dans les meilleures conditions.
Cela est quelque chose de très important parce qu'il ne faut pas que les journalistes soient dans une situation de détresse financière. Le CNP, au-delà de sa mission traditionnelle, qui consiste à veiller au respect de l'éthique et de la déontologie en matière de presse, doit encourager tous les acteurs de la presse à relever le défi de la qualité. Et ceci est une condition nécessaire à l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Tout en promettant l'examen de ces doléances pour lui apporter l'appui nécessaire, le chef de l'État demande au CNP de surtout contribuer à la vulgarisation de la nouvelle loi sur la presse et de veiller à ce que le travail des journalistes soit de qualité. Et le président Alassane Ouattara d'indiquer que c'est la qualité de l'information donnée qui pourra aider la Côte d'Ivoire sur le chemin de l'émergence. Toujours dans le domaine de la presse, le président de la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication informe l'ensemble des professionnels des médias que la session extraordinaire de délivrance de la carte édition 2018 est ouverte. C'est du lundi 9 avril au vendredi 4 mai 2018, délai de rigueur. Le président Alassane Ouattara a reçu ce lundi un émissaire de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Adama Ouane est porteur d'un message personnel de la secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean. Un message sur la situation de la francophonie, mais aussi sur l'invitation faite au président Alassane Ouattara pour sa participation au prochain sommet de la francophonie en Arménie. La Direction générale des impôts vient de faire une importante saisie dans la commune de Port-Bouët des marchandises non déclarées d'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA. Le secrétaire d'État en charge du budget s'est rendu sur place. Mamadou Kwasi. Derrière ce magasin de vente de sanitaires, situé dans la commune de Port-Bouët, se trouve un important stock de matériaux de construction, entre autres des carreaux et du ciment blanc. Des marchandises non déclarées qui viennent d'être saisies par les agents des impôts. Théoriquement, ils sont autour de 200 millions de chiffres d'affaires l'an. Mais la valeur des stocks nous en dit long sur l'ampleur de l'activité. Et on a à peu près pour 500-600 millions de marchandises en stock. Informé de cette saisie, le secrétaire d'État chargé du budget du portefeuille de l'État s'est rendu sur les lieux. Accompagné du directeur général des impôts, il est venu se faire une idée du préjudice. Face à Moussa Sanogo, les responsables de cette structure plaident. Après ce site, cap sur notre entrepôt. Ici, tout paraît normal. Mais les marchandises stockées dans ces différents compartiments ne sont pas déclarées aux impôts. Une fraude sur la TVA, selon le directeur général des impôts. Il paye, mais il ne paye pas de bon impôt. Et nous, notre souhait, c'est de l'amener à payer le bon impôt. Il a 11 succursales sur l'ensemble du territoire, pour un chiffre d'affaires d'1 milliard. Et lui-même le disait tout à l'heure, pour un stock qui dépasse 1 milliard, il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est ce que nous allons tirer au clair. Après la phase de perquisition, nos équipes vont travailler sur les documents de ce contribuable-là pour rétablir donc la réalité des faits, la réalité des opérations réalisées par le contribuable. Et en tirer naturellement toutes les conséquences fiscales en termes de redressement, mais en termes également d'amende s'il est établi qu'il y a des comportements délictueux en dehors de la fraude fiscale. En plus des marchandises non déclarées, ces responsables d'entreprise font de la fabrique d'ustensiles de cuisine sur place. Encore une activité non déclarée aux impôts. La visite des différents entrepôts a permis au secrétaire d'État en charge du budget du portefeuille de l'État de se faire une idée de l'ampleur de la situation. Ce sont plus de 3 milliards de francs CFA de préjudice subis par l'État de Côte d'Ivoire. Moussa Sanogo annonce des mesures. En la matière, les sanctions sont prévues par les différentes réglementations en vigueur et la Direction générale des impôts prendra l'ensemble des mesures afin que les redressements fiscaux qui s'imposent soient appliqués et que les uns et les autres puissent venir verser à l'État ce qu'ils devaient faire depuis belle lurette. Aujourd'hui, plus que par le passé, l'État est vraiment déterminé à assurer la protection de l'économie nationale. Le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes, de sévir et de faire en sorte que tous ceux qui doivent payer l'impôt et le bon impôt s'en acquittent afin que nous puissions améliorer les conditions de vie de nos populations. Les responsables en charge de l'enquête ont reçu les félicitations du secrétaire d'État qui a invité les agents à plus de rigueur pour la sauvegarde de l'économie ivoirienne.
Exercice de gestion de crise en sûreté et en sécurité de l'aviation civile à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Conclusion, c'est un aéroport qui répond aux normes internationales de sûreté et de sécurité, selon des experts de l'Autorité nationale de l'aviation civile et aussi du gestionnaire de l'aéroport. Francis Boifo. Cet exercice de gestion de crise en sûreté et sécurité à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est une exigence de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Il a permis de tester la réaction générale des différents acteurs intervenant dans le plan d'urgence de l'aéroport. Le ministre des Transports Amadou Koné et son homologue du Niger, Mahamadou Karidio, venus de Niamey pour assister à l'exercice. Dès le déclenchement de l'alerte, le comité de gestion des crises réuni au centre des opérations d'urgence a agi avec professionnalisme à la satisfaction des ministres. La simulation a débuté par une prise d'otage à bord d'un avion et l'introduction d'un colis piégé dans le hall public de l'aérogare. Elle s'est achevée par un assaut de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale et l'extinction d'un incendie provoqué par les terroristes. Au terme de l'exercice qui a été un succès, les experts ont noté que la Côte d'Ivoire est une destination sûre puisque l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan répond aux normes internationales de sécurité et de sûreté aéroportuaire. En 2017, cet aéroport a accueilli plus de 2 millions de passagers et réalisé une hausse du trafic passager de plus de 13% par rapport à 2016. Le comité conjoint de suivi des recommandations du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est en conclave depuis ce matin. Il procède à une évaluation des 11 accords de coopération signés entre les deux pays. C'était en juillet dernier, à l'occasion de la 6e conférence au sommet du TAC de Ouagadougou. Michel Digré. 9 mois après la signature des 11 accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, l'heure est à l'évaluation des protocoles paraphés à Ouagadougou à l'occasion de la conférence au sommet du 6e TAC. Le comité conjoint d'experts a 3 jours pour établir le point de l'avancement des projets qui lient les deux États. La réalisation effective des travaux de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, l'augmentation de la fourniture d'électricité au Burkina Faso de 80 à 90 MW en 2018, la lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il s'agira également d'identifier les obstacles à lever pour la réalisation de ces projets et ceux qui seront signés à la faveur du prochain TAC au mois de juillet à Yamoussoukro. La fraternelle et sincère amitié qui nous unit nous invite à une évaluation sans complaisance de l'état de notre coopération depuis la 6e conférence au sommet dans un esprit de solidarité et de compréhension mutuelle. En outre, l'occasion nous est également offerte d'échanger sur les préparatifs de la 7e conférence au sommet qui se tiendra prochainement à Yamoussoukro et qui aura pour vocation de consolider davantage les acquis de notre coopération et d'explorer de nouvelles pistes de développement de nos deux pays, voire notre espace sous-régional. C'est en 2014 que les présidents des deux pays ont mis en place le comité de suivi des recommandations du TAC, un outil qui, en l'espace de 4 ans, est devenu le baromètre qui permet de jauger la vitalité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Lutte contre le chômage des jeunes, plus de 250 opérateurs économiques africains et des investisseurs français prennent part au forum African Dream 2018. Cette rencontre, à l'initiative d'un pool de jeunes Ivoiriens, se tient en France. Elle vise à promouvoir la destination Côte d'Ivoire et à susciter la création d'entreprises capables d'absorber un grand nombre de chômeurs. Amadou Ouattara. Chef d'entreprise ivoirienne et
des pays de la sous-région ouest africaine, de la diaspora et investisseurs français rassemblés dans un même cadre pour échanger sur les thématiques locales des entreprises et renforcer les liens entre patrons de ces différentes communautés d'hommes d'affaires. Voici décliner sommairement l'ambition du forum African Dream. African Dream est un forum parti de la Côte d'Ivoire à l'initiative de jeunes Ivoiriens qui est en train de s'imposer à la sous-région ouest africaine. Il faut qu'ensemble, main dans la main, on accompagne ce forum, on accompagne cette plateforme pour faire une plateforme de référence. Après la première édition, il y a eu pas mal d'entreprises qui ont recruté pour ne pas faire de publicité. Ça a encouragé certains jeunes de la diaspora. J'en connais certains qui sont rentrés au pays pour lancer ou développer leur start-up. Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur encourage le concept African Dream. Il y a quand même une bonne évolution à travers toutes les consultations qui se font avec la diaspora. Nous avons un bon causé de toutes leurs préoccupations et le début de traitement de ces préoccupations a bel et bien commencé. Au niveau des préoccupations, c'est surtout la question de l'investissement et des moyens pour investir, la question de la double nationalité. En tout cas, la majeure partie des préoccupations qui nous reviennent, et je pense qu'à cela, le gouvernement a apporté des réponses régulières, constantes et qui sont cohérentes. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Timoko Touré, a pris part à la cérémonie d'ouverture à laquelle il a prononcé une conférence sur la politique de l'emploi et les opportunités pour la diaspora de la Côte d'Ivoire. La communauté ivoirienne, spécifiquement en France, est composée d'environ 1 200 000 personnes. Et donc, il était important pour nous de leur présenter les différents dispositifs que nous développons à l'attention de toute la communauté ivoirienne nationale et internationale. L'investissement personnel au retour est une donnée que nous devons regarder avec beaucoup d'attention, autant d'éléments qui nous amènent à développer des initiatives à leur attention. African Dream, plus de 250 opérateurs économiques de différents secteurs d'activité, des modèles de réussite pour la plupart, ont partagé leurs expériences. Abidjan accueille le 3e congrès régional africain contre la peine de mort. Ils viennent d'une vingtaine de pays du continent. Acteurs politiques, organismes internationaux et membres de la société civile échangent sur l'abolition définitive de la peine capitale dans les États africains. 44 pays d'Afrique ne la pratiquent plus et 19 l'ont abolie sur 55 pays du continent. Moussa Konaté. De l'autre côté des grilles, un regard attentif sur des prospectus parlant de l'abolition de la peine de mort. Pete Uko, aujourd'hui avocat, a traversé le couloir de la mort. Ce Kenyan a échappé à la peine capitale après 18 années passées en prison. En 1998, il a été arrêté devant sa femme pour meurtre. À l'époque, le système judiciaire kényan ne fonctionnait vraiment pas. Il y avait de vrais dysfonctionnements incroyables. Et encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, il a fait un appel et il relance une procédure pour laver son nom totalement. Et la procédure est en cours au niveau de la justice kenyane. Pete Uko est à Abidjan dans le cadre du 3e congrès régional africain contre la peine de mort. L'initiative vise à sensibiliser les décideurs à l'abolition définitive de la peine capitale en Afrique. L'abolition de la peine de mort, c'est d'abord une décision politique, un courage d'un ministre de la Justice, d'un ministre des Affaires étrangères, d'un gouvernement, d'un Premier ministre et finalement d'un président. En 2016, on a enregistré 68 exécutions et plus de 850 condamnations à mort en Afrique. 44 États africains sur 55 ne pratiquent plus la peine de mort. 19 pays dont la Côte d'Ivoire l'ont aboli pour tous les crimes. En indiquant à l'article 2 de sa Constitution que la personne humaine est sacrée, la Côte d'Ivoire rejette toute idée d'application de la peine de mort. C'est le lieu d'indiquer que bien qu'existant dans notre législation antérieure, la peine de mort n'a jamais connu aucune application depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. C'est vrai que nous avons jusqu'à présent la peine de mort dans notre arsenal juridique, mais depuis un certain temps, il y a un processus normatif qui est en cours qui vise à abolir la peine de mort. Dans le projet de constitution de la 5e République, la peine de mort est expressément interdite. Le 3e congrès régional africain contre la peine de mort
réunit environ 400 personnes, acteurs politiques, organismes internationaux, membres de la société civile vont débattre de la question dans le but de faire de l'Afrique un continent abolitionniste. Quelles actions prioritaires pour la mise en œuvre des 17 ODD adoptés par l'ONU en 2015? Le ministère du Plan et du Développement et le système des Nations Unies ont initié une rencontre pour adopter une stratégie efficace. Justine Diké. Identifier et recenser les actions prioritaires à mener pour l'accélération de l'atteinte des 17 objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire. Tel est le but de ce séminaire initié par le gouvernement ivoirien en partenariat avec le système des Nations Unies. Nous avons défini pour la Côte d'Ivoire les différents objectifs et les différentes cibles. Nous allons, à l'issue de cet atelier de 4 jours, définir les priorités qui vont faire que la Côte d'Ivoire va aller le plus rapidement possible vers l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est le défi, faire des propositions au gouvernement quant à la priorisation des actions à mener pour atteindre les cibles le plus rapidement possible ou quant à la priorisation des cibles à viser pour atteindre l'objectif des ODD. La priorisation consiste à regarder dans le plan national de développement du pays quelles sont les cibles qui sont en rapport avec les objectifs de développement durable. À partir de ces cibles-là, c'est d'opérer un choix. Vous voyez, c'est un exercice qui est extrêmement important. C'est pour voir l'alignement entre ce qui a été écrit dans le plan national de développement et ce qui est défini dans les ODD. Et voir si le plan prend en compte les ODD. Durant 4 jours, 80 décideurs, représentant des groupes d'acteurs de parties prenantes, dans la mise en œuvre des ODD vont entre autres analyser la prise en compte des ODD dans le plan national de développement et les politiques sectorielles, identifier les obstacles majeurs à une accélération des cibles des ODD et leurs sources de financement. L'Assemblée générale de l'ONU de septembre 2015 a fixé l'atteinte des 17 ODD sur le plan international à 2030 et sur le plan africain à 2063. Dans le système sanitaire, l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire planche sur la prévention de l'amputation chez le diabétique. Il s'agit surtout de renforcer les capacités des médecins, infirmiers et paramédicaux impliqués dans la prise en charge des diabétiques. Ami Sissoko. Plus de 26 diabétiques sur 100 sont amputés du pied en Côte d'Ivoire suite à des complications. Parmi ces complications, la mauvaise circulation sanguine qui touche en premier les pieds. Les artères se bouchent, diminuant ainsi l'apport en oxygène. Résultat, les plaies s'étendent et ne cicatrisent pas. Je voulais diminuer mes ongles et la lame est rentrée un peu dans ma peau. Le deuxième jour, il y avait une inflammation. Mon orteil était pratiquement rempli de pus. Grâce à une dame qui a incisé l'orteil et pendant une semaine, elle m'a aidé à circonscrire cela. Sinon, ça allait dégénérer et puis ça allait provoquer une amputation. Pour réduire le taux d'amputation à 5%, le 6e séminaire national de diabétologie de l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire vient renforcer les connaissances des agents de santé et diététiciens à la prévention du pied diabétique, en traitement et la prise en charge nutritionnelle. À côté du coma diabétique, il y a le problème du pied chez le diabétique, donc la gangrène. Et cette gangrène avait une prévalence de près de 40% avant pratiquement en 2011, mais grâce aux actions de sensibilisation, de dépistage de proximité et de traitement de ces lésions de façon précoce, nous sommes en train de contribuer à réduire cette complication qui est très grave, mais qui est surtout qui est très coûteuse. La bonne nouvelle, c'est que 80% des amputations peuvent justement être prévenus, c'est prendre soin de ses pieds, les laver tous les jours, les sécher, surtout entre les orteils pour éviter la macération. Devant toute lésion, consulter rapidement pour une prise en charge adaptée et efficace. De la part des personnels soignants, on les encourage également à examiner les pieds des malades diabétiques. C'est tout aussi important que d'ausculter leur cœur. Dans le monde, il y a une amputation toutes les 20 secondes et 70% de toutes les amputations non traumatiques ont pour cause le diabète selon les diabétologues.
Alors que des mesures simples peuvent prévenir le pied diabétique. Entre autres, faire du sport, ne pas se promener pieds nus, ne pas porter des chaussettes et chaussures serrées. Rendons-nous maintenant dans la région de la Bagoué pour la tournée de sensibilisation à la scolarisation de la jeune fille menée par la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. À Boundiali et à Tengrela, elle a incité les parents à mettre un frein au mariage précoce et à privilégier la scolarisation des jeunes filles. Mamadou Kwasi. Une école de 3 classes construite par la mutuelle de développement de Missasso dans le département de Tengrela. Les populations veulent accompagner le gouvernement ainsi que les collectivités territoriales à traduire en actes la politique de l'école obligatoire. L'inauguration de cette infrastructure a été l'occasion pour la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité de sensibiliser ses parents à la scolarisation de la jeune fille. La ministre Maria Toukone demande aux parents de donner la chance de réussite à tous les enfants. Tout à l'heure, quand les danses passaient, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de filles. Et j'ai demandé discrètement au président, à toutes ces filles, elles vont à l'école, elles vont où? Malheureusement, le président m'a répondu non, elles ne vont pas à l'école. Et je trouve que c'est dramatique. Celle qui a parlé tout à l'heure, vous avez vu, elle est allée à l'école, elle a eu ses diplômes, elle a réussi. Les futurs cadres de demain, c'est aussi bien les garçons que les filles. Je vous encourage donc à mettre vos filles à l'école. De Missasso à Koulousso, dans le département de Tengrela, à Kébi, en passant par Ganaoni, dans le département de Boundiali, le message du professeur Maria Toukone était le même. Sortir les enfants des champs pour les mettre à l'école, afin de faire d'eux de futurs cadres. Elle a également encouragé les parents et les différentes mutuelles de développement à la culture de la paix et au renforcement de la cohésion sociale. Des messages bien appréciés par les populations qui ont promis de traduire ces messages en actes. Des centres d'accueil seront construits dans quelques mois, selon la ministre Maria Toukone, dans la région d'Abagoué, afin de permettre aux mamans de vaquer librement leurs activités quotidiennes pour renforcer davantage leur autonomisation financière. À Maranama, dans la sous-préfecture de Kolia, le ministre Bruno Nabanye-Kone a procédé à l'installation officielle du nouveau chef de village et le porte-parole du gouvernement s'est ensuite rendu à Gbemou, c'est dans le département de Boundiali, pour installer la première infirmière du dispensaire, Léon Brou. Voici le dispensaire de Gbemou à 20 km de Boundiali sur l'axe menant à Séguéla. L'infrastructure réalisée sur le financement conjoint des populations et du conseil régional de la Bagoué a ouvert il y a seulement 4 mois, mais que de difficultés. Tout n'est pas en place. Souvent, il y a 2 femmes ou bien 3 femmes qui accouchent en même temps. On ne sait pas comment faire. On est obligé de mettre d'autres pâtés. Le dispensaire du village a besoin d'équipements. Résumé des doléances des populations à l'endroit du ministre Bruno Nabanye-Kone. Le parrain de l'installation officielle de la première infirmière de Gbemou promet son appui au règlement de ces difficultés et encourage à l'union et à la solidarité. Même message à Maranama, dans la sous-préfecture de Kolia. Ici, le porte-parole du gouvernement est parrain de l'intronisation du chef du village. C'est à vous de comprendre désormais que c'est lui qui est devant. Sa parole doit être respectée. Lui-même doit être respecté. Et c'est à vous de lui donner la force du chef. Cet appel comme une mise en garde parce que la contestation de l'autorité coutumière est monnaie courante dans la région de la Bagoué et Maranama est une illustration. Le consensus autour de Kone Kilokele, le nouveau chef de ce village, a été obtenu après contestation de ses 4 prédécesseurs. L'actualité en bref dans le monde nous conduit en Centrafrique où les Nations Unies et les forces de sécurité centrafricaines ont lancé dimanche une opération visant des groupes armés dans le quartier du PK5 à Bangui. Au moins 30 personnes ont été blessées, dont des casques bleus. Alexis Ouedraogo. Les Nations Unies et les forces de sécurité centrafricaines ont lancé dimanche une opération visant des groupes armés dans le quartier PK5 de Bangui. L'opération militaire intervient après un regain de violence. Il y a une semaine, une patrouille de casques bleus avait été prise pour cible par un groupe armé dans ce même quartier. Fin mars, la mission de l'ONU avait menacé de démanteler toutes les bases des groupes armés du quartier si ces derniers ne déposaient pas les armes.
Des millions de doublons ont été détectés parmi les électeurs recensés en RDC. Le président de la commission électorale indique qu'il y aurait plus de 6 millions de doublons. Des provinces enregistrent des nombres particulièrement élevés comme le Sankourou et le Tchoupa. Des élections présidentielles, législatives et provinciales sont annoncées pour le 23 décembre prochain dans le pays. L'ex-président Luis Ignacio Lula da Silva est depuis dimanche incarcéré en prison de Curitiba au Brésil. Figure clé des décennies de l'histoire du Brésil, Lula, l'ancien petit sureur de chaussures non scolarisé, a occupé pendant 2 mandats le palais présidentiel. Il purgera une peine de plus de 12 ans de prison pour corruption. À 72 ans, Lula dénonce avoir été victime d'un complot politique pour l'empêcher de se présenter pour un 3e mandat. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain, 13h. Bonsoir à tous.